Bonjour à tous. Allô. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Pour prolonger la semaine européenne du développement durable qui s'est terminée le 5 juin, nous continuons avec un projet monnaie locale. Dans l'espoir de vous sensibiliser sur les nécessités de réviser nos modes de fonctionnement, de production et de consommation. Tout d'abord, une petite question. Qui connaît les monnaies locales complémentaires? Il y a déjà pas mal de personnes. Merci. Et vous avez entendu parler sur les médias nationaux ou locaux? Vous avez entendu parler de la Doum? Non? Oui, sur la recherche des locales le soir, il y avait tout un reportage sur la Doum. D'accord. Ouais. Nous avons des personnes de la Doum cet après-midi pour nous parler de leur expérience. Donc nous sommes un petit groupe de personnes totalement apolitiques qui nous intéressons au monde local en général et à la possibilité d'en créer une sur l'Allier. Qu'est-ce qu'une monnaie? C'est un moyen qui a pris diverses formes au cours de l'histoire de l'humanité, sel, argent, or, papier, etc., pour faciliter les échanges de biens et de services, qui depuis sert principalement à la thésaurisation et à la spéculation. Beaucoup déjà. A contrario, la monnaie locale offre des alternatives plus équitables et sert à reconstruire des filières économiques de proximité, de qualité, tout en créant de l'activité. Une monnaie locale est légale. Elle contribue à la relocalisation de l'économie et donc de l'emploi, recrée du lien social et surtout du lien entre producteurs et consommateurs. Transforme le consommateur en consomme-acteur. Encourage les actions à dimension sociale, éthique et environnementale. Elle sert à la reprise en main de l'économie locale par les citoyens. La loi 2014 sur l'économie sociale et solidaire permet maintenant aux collectivités d'accepter d'autres monnaies que l'euro, et un rapport récent encourage le développement des monnaies locales. Depuis 2010, avec la veille et Villeneuve-sur-Lot, les initiatives se sont multipliées, au point qu'une trentaine de monnaies circulent aujourd'hui sur les territoires, et tout autant sont en préparation, sans compter la vie. L'objet de cette réunion est de vous faire découvrir les monnaies locales complémentaires, de présenter l'expérience de la Doum de Clermont-Ferrand avec Daniel Nadal et Damien qui a un léger retard. Envisager de créer une monnaie locale complémentaire bourbonnaise en regroupant toutes les bonnes volontés pour participer au développement de ce projet qui servira, nous le souhaitons vivement, à soutenir les producteurs et les secteurs sociaux et les secteurs locaux. Pardon. Je suis un peu impressionné. Excusez-moi. Donc nous vous proposons de découper une partie projection diaporama avec commentaires de Daniel, projection d'un documentaire de 6 minutes sur les monnaies locales, présentation de la Doum et un temps de questions-réponses pour vous apporter au mieux qu'on pourra toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les monnaies locales, que vous posiez avant ou suite à la présentation. Merci d'être venu et je laisse la parole à Daniel. Bonjour. Vous êtes tous, je pense, un peu comme nous étions il y a 2 ans, c'est-à-dire adhérents à 1, 2, 3, 4, 5 associations à la fois, en essayant au niveau du citoyen de recréer ce qui manque de plus en plus dans notre société, c'est-à-dire la solidarité, le respect de l'écologie, de la planète. Et bon, c'est vrai que ça foisonne d'initiatives citoyennes, tant mieux. Et vous en êtes venus, donc comme nous, à vous intéresser aussi à la monnaie. Évidemment, peut-être que les gens qui sont adhérents au sel, par exemple, se disent « Mais pourquoi la monnaie ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une monnaie pour faire des échanges ? Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête
à créer une monnaie. C'est un peu compliqué, c'est un peu, oui, devant, comme ça, c'est un peu gourmand en temps de bénévolat, c'est vrai, c'est un peu compliqué à comprendre aussi, mais on a compris progressivement que mettre la monnaie en dehors de la réflexion citoyenne, ce n'était pas raisonnable, parce que si on réfléchit bien, chaque fois qu'on arrive à une impasse, c'est la finance qui nous met le sens interdit. Hein, on veut développer l'enseignement. Ah non, il faut réduire les dépenses publiques, donc on ne peut pas améliorer l'enseignement. Il faut développer les énergies renouvelables. Ah non, il n'y a pas de finance pour ça. Il faut... quoi d'autre encore? Ah oui, il faut réduire le chômage. Ah oui, mais c'est la loi de l'économie qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de chômage. Et bon, à chaque fois, donc, on se trouve face à ce mur de l'argent qui devient de plus en plus dur, le mur, on se casse la tête dessus. Et finalement, on s'est mis à réfléchir sur le problème de la monnaie, grâce beaucoup à l'expérience des autres, en particulier grâce au Sol Violette, il faut leur rendre hommage, de Toulouse, qui a fait un gros travail d'explication auprès de tous ceux qui voulaient les entendre. Et ça nous a fait un choc au début. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est complètement idiot, comme tout le monde. Hein. Et puis, quand on approfondit les choses, on se dit que non, il faut vraiment s'attaquer au problème de la monnaie, parce que la monnaie n'est pas neutre du tout. Elle est vraiment centrale. C'est comme le sang qui irrigue un corps humain. Et s'il y a thrombose, si ça ne circule plus, l'être humain meurt. Donc il faut vraiment que le citoyen se réapproprie cet aspect-là des choses. Alors, quelques diapositives pour soutenir ce que je vais dire à propos de la monnaie et revenir à la base. À la base, tout simplement, la monnaie, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors, pour ça, il y a une petite histoire que raconte Philippe Desrudères, que vous connaissez peut-être, et qui est absolument sensationnelle, parce que on comprend tout avec ça. Ça fait un choc, mais on comprend tout. Je vous la raconte, je prends un petit peu de temps pour vous la raconter, si vous ne la connaissez pas. Une dame arrive dans un village. Vous la connaissez? Oui. Tout le monde la connaît? Non. Une dame arrive dans un village et elle va dans un hôtel et elle dit à l'hôtelier bon, je suis à un congrès juste à côté. Normalement, je devais reprendre le train du soir, mais j'ai bien peur que ça se prolonge et je voudrais bien obtenir une chambre chez vous. L'hôtelier lui dit ah oui, il me reste une chambre, d'accord, je vous la retiens. Et la dame dit bon, pour vous, je vous préfère vous donner d'avance le prix de la chambre, je vous donne 50 € et puis vous me la rendrez si je peux prendre le train. Donc voilà l'hôtelier qui a ses 50 €. Puis l'hôtelier va payer le pâtissier qui a fait les brioches pour ses clients avec les 50 €. Le pâtissier va payer l'ostéopathe à qui il devait de l'argent. Puis l'ostéopathe va chez le dentiste va chez le garagiste, etc. Ça finit à un représentant de commerce qui reçoit donc les 50 € et qui va à l'hôtel, parce qu'il est tard, c'est le soir, il va à l'hôtel et il arrive avec ses 50 €, il demande s'il reste une chambre. À l'hôtelier lui dit ah non, la dernière a été retenue, et à ce moment-là arrive la dame, non, vous pouvez louer cette chambre, j'ai le temps de prendre mon train, donc vous pouvez prendre la chambre. Le représentant de commerce donne les 50 € à l'hôtelier, et l'hôtelier, je vous dois ça, madame, reprenez vos 50 €. D'accord? Donc vous avez vu que le billet a fait le tour de tous ces gens-là.
Et alors le plus drôle, c'est que la dame reconnaît son billet, se met à rire et se met à le déchirer en petits morceaux en disant « Ah ça c'est drôle, je reconnais mon billet parce qu'il avait un petit défaut et puis de toute façon il était faux ». Moralité de l'histoire, il y a plein de choses dans cette histoire. Premièrement, ce billet faux a permis de faire vivre le village. Il a fabriqué du PIB, puisque le travail de chacun a été récompensé. D'accord ? Donc à chaque fois qu'il y a eu un échange, le PIB a augmenté d'autant. Bon, pourtant il était faux. Donc la monnaie n'a aucune valeur en soi. Il suffit d'être d'accord sur la valeur de cette monnaie. Tout le monde croyait à la valeur de cette monnaie, donc ça marchait. Donc c'est une question de confiance. Et j'ai tout dit. Voilà, je crois que c'est tout. Donc on pourrait effectivement, on comprend que cette histoire de monnaie basée sur l'or ou de louis d'or, etc., c'est un peu de la blague. Il y a des peuples soi-disant primitifs qui avaient très bien compris que la monnaie, c'était purement symbolique. Les Incas s'échangeaient, avaient comme monnaie des ficelles, avec des nœuds dessus. Je ne sais plus quel peuple du Pacifique s'échange des coquillages. D'autres encore, des fèves de cacao. Au Nouvelle-Calédonie, je crois que c'est une corde. Enfin, la corde est symbolique du lien, de l'échange. Donc, la monnaie n'a pas besoin d'avoir de valeur en soi. Ça, c'est une invention du temps des Grecs ou des Romains, mais une invention qui est inutile. Et ma foi, quand le président des États-Unis, c'est Nixon, je crois, a décidé que le dollar serait désormais désindexé sur de l'or. D'ailleurs, il était presque obligé parce qu'il y avait tellement plus d'argent qui circulait que d'or en réalité que ça n'avait plus aucun sens. La monnaie a retrouvé vraiment sa vraie valeur. Donc finalement, on est dans une situation plus normale. Mais comme on va le voir, plus normale, ça a quand même été vachement perturbé par la suite. Oui, alors je ne peux pas commenter très longuement cette diapositive. C'est juste pour signaler que la quantité de billets qui fait partie, les vrais billets, les billets, les pièces, la monnaie fiduciaire, qui est employé par nous, déjà vous savez que ce que vous avez dans votre porte-monnaie en billets et en pièces n'a aucune commune mesure avec ce qui est dans votre compte en banque. Donc c'est déjà très peu. Et puis si on regarde encore, ce qui est dans votre compte en banque dans les dépôts à vue, ça n'a aucune commune mesure avec ce qui circule entre les banques dans le monde. C'est-à-dire que si vous ajoutez la quantité de pièces et de billets, qui est déjà ridicule, avec tous les dépôts à vue, ça ne représente que 6% de la quantité de monnaie totale. Voilà, donc il faut se rendre compte de l'énorme masse monétaire qui circule. Elle est de plus en plus grande, et vous n'en voyez pas la couleur. Enfin, très peu. Ça, oui, c'est ton camarade qui avait fait ça, pour bien différencier, pour voir qu'il y avait deux circuits en fait. Il y a le circuit de la gratuité, du don, beaucoup à l'intérieur des familles, bien sûr, ou d'une tribu, mais qui est un petit peu limité, alors que la monnaie permet d'étendre cet échange à pratiquement toute la planète finalement. Donc, bien différencier la monnaie et la richesse, et l'histoire du billet le montre bien, parce que la richesse, elle était dans le travail accompli par chacun des professionnels du village, le pâtissier, le théopathe, le garagiste, etc. C'était ça la vraie richesse, leur travail.
Et la monnaie n'était que une façon d'échanger entre eux. Un équivalent, la monnaie n'est pas une richesse, mais un équivalent, une promesse par agrément, reconnaissance collective. Et par déviation, la monnaie est devenue synonyme de richesse. Beaucoup à cause de l'utilisation de l'or, c'est vrai, mais c'est même pas la peine que ce soit de l'or. Quand un homme déjà très très riche est content qu'il gagne 300 000 € par an, par exemple, et qu'il est content d'en gagner le double, on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Je crois que tout simplement, il est content de voir sur son compte, sur son ordinateur, qu'il a tout ça, donc il est le meilleur du monde. Hein, voilà, c'est ça. Donc là, il y a un aspect psychologique, évidemment, très important, et ça, c'est très difficile à démonter. Il y a un rapport, bien sûr, entre la circulation de biens, de savoirs et de services qui crée de la richesse, hein, parce que si les services ne circulaient pas, on en resterait à à l'étape préhistorique où chacun se fait son arc et ses flèches et tue sa nourriture. Donc c'est dès qu'il y a évidemment spécialisation et échange, ça augmente la richesse. Ici, d'accord. Ça va là? Non. Voilà donc normalement, en même temps qu'augmentent les échanges, en même temps augmente la monnaie, puisque c'est le symbole des échanges. Hein. La difficulté étant qu'il ne faut pas qu'il y ait que la monnaie soit trop rare. Il ne faut pas que la monnaie soit trop rare parce que ça interrompt les échanges, s'il n'y a plus de monnaie. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop abondante par rapport à ce qui est possible de créer, parce qu'à ce moment-là, elle perd sa valeur et il y a inflation. Donc il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre les deux, idéal. On répète un peu ce qu'on a dit. Deux fonctions de base pour la monnaie, c'est la contrepartie, une rémunération, le paiement d'un travail, d'une activité humaine, c'est le certificat de travail. On reconnaît la valeur de ce que vous avez fait. La société vous dit, enfin, celui qui vous paye vous dit, je reconnais que je te dois quelque chose, que tu as fait quelque chose de bien et que je te dois quelque chose. C'est important aussi pour la valorisation de soi, bien sûr. Et à partir de là, ce billet peut servir de bon de change à la suite pour d'autres biens, d'autres services, d'autres secteurs. Alors évidemment, en fait, on constate tous que en ce moment, ça s'est beaucoup gâté, cet état idéal d'une monnaie qui sert d'échange entre les hommes. Parce que, pour plusieurs raisons, l'arrivée d'Internet, déjà, qui a changé un petit peu la donne, parce que la création, enfin, on verra la création tout à l'heure, la création de monnaie est facile, hein, on clique sur un ordinateur, elle est complètement hors sol, elle est déconnectée du concret. On spécule à la vitesse de la lumière. Hein, vous avez peut-être vu le documentaire de Canal+, Les nouveaux loups de Wall Street, qui explique que les bourses n'existent plus, en fait. C'est des grands bâtiments fermés, des bunkers, où les ordinateurs travaillent tout seuls. Les hommes mettent des algorithmes nouveaux en cherchant que leurs algorithmes soient les plus rapides possibles. Parce que avoir un tiers de millième de seconde d'avance sur l'autre, ça fait gagner de l'argent. Voilà. Les produits de taux, les produits dérivés, alors tout ça, l'innovation financière, enfin, les financiers n'ont pas de limite à leur imagination, c'est étonnant. Il y a énormément de paris sur l'avenir.
Il faut être le plus malin. Et puis finalement, ça va tellement vite que personne ne contrôle plus rien. Ça les dépasse eux-mêmes, en fait. Hein. Le trading, Garbiel, il était dépassé par ses créations et il est certainement pas tout seul. Ça doit être intéressant de lire son bouquin, d'ailleurs, Confession d'un trader ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, l'état actuel, l'argent ne va pas du tout, enfin très peu au contraire, hein, pour 10%. Ce qui correspond vraiment à l'augmentation du PIB et à la circulation des biens, des services et des savoirs, c'est seulement 10%. Et le reste, ça circule entre les ordinateurs. Mais comme on gagne beaucoup d'argent, on gagne plus d'argent en spéculant avec ces algorithmes-là, et les banques sont les grands responsables de l'affaire. Et depuis d'ailleurs qu'on n'a plus la séparation, parce que ça aussi c'est quelque chose de nouveau, ça date que des années 90, on n'a plus la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Hein. Donc les banques sont les grandes responsables de ça. Donc ça circule, chacun essaie de gagner beaucoup et on gagne beaucoup effectivement, il y a des bonus faramineux comme vous savez. Donc c'est plus intéressant de mettre son argent là-dedans que de prêter à une petite PME qui a des problèmes de trésorerie. Voilà. Parce qu'en plus, il y a la nouvelle loi dite BAL 2 qui met, disons que le ratio de fonds propres que doit avoir la banque par rapport, c'est un peu compliqué, est mobile. Il faut plus de fonds propres quand l'agence de notation dit que telle entreprise n'est peut-être pas complètement solvable. Donc du coup, les banquiers ne voulant courir aucun risque, ils ne financent pas ceux qui en ont besoin. On en est là. Et les petites PME ou ceux qui veulent créer leur entreprise ne trouvent pas de banquier pour leur prêter. Parce qu'ils gagnent plus avec le virtuel. Et on arrive donc à la question suivante, d'où vient la monnaie, qui crée la monnaie, qui est-ce qui a créé cette monnaie numérique, hein, parce qu'il faut éliminer le billet et la pièce, c'est marginal ça, c'est l'État qui le fait, mais c'est marginal. Qui crée la monnaie, d'où vient la monnaie? Bon, là, il y a des petites images, non, pas d'or, ça marche plus l'or, hein, c'est plus indexé sur l'or. Alors, si on fait un petit historique, c'était un petit peu des essais et erreurs, hein, autrefois. Au Moyen-Âge, c'était le seigneur qui créait sa monnaie. La monnaie la plus estimée, c'était l'or et l'argent. Mais en fait, on s'apercevait très vite qu'on pouvait très bien diminuer le taux d'argent et le taux d'or. Ça jouait le même rôle, il suffisait d'avoir le poinçon. Et donc, finalement, ça ne comptait pas beaucoup que ce soit en argent ou en or. Il fallait juste qu'il y ait la confiance de celui que vous payez. Après, évidemment, c'est devenu un privilège d'État. La Banque de France, par exemple, ou la Banque américaine créait l'argent qu'ils estimaient nécessaire pour l'économie de leur pays. Indexation sur l'or, ça c'était une vieille croyance qui perdurait. Et puis Nixon, comme je vous disais, donc a supprimé l'indexation sur l'or en 71. C'est pas très vieux, non, c'est pas très vieux. Mais déjà, ça comptait plus vraiment. C'est pas ça le grave, en fait, comme je vous l'expliquais, c'est pas ça le problème. C'est pas que ça ne soit pas indexé sur l'or. Non, le problème, c'est juste après. Et oui, quand les financiers ont trouvé que finalement, bon, l'économie marchait bien en 73 ans, on était encore dans les 30 glorieuses, ça marchait bien, mais il y avait peu de bénéfices
pour les investisseurs. C'était ça le problème. Donc on avait l'impression que petit à petit, l'argent ne rapportait plus. Et donc, d'autre part, il y avait beaucoup d'inflation, c'est vrai, il y avait 12% d'inflation en 70, je pense. Et ça, c'est très très mauvais pour les investisseurs parce que leurs prêts perdent de la valeur au fil du temps. Donc, l'inflation est devenue la bête noire et pour éviter l'inflation, les financiers ont persuadé les États que finalement c'était de leur faute parce qu'ils créaient trop de monnaie. Parce que chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils créaient de la monnaie. Voilà, et c'était de leur faute s'il y avait de l'inflation. Bon, alors, ça s'est fait comme ça, avec l'aide aussi de Giscard d'Estaing. Ça a commencé en France, hein, on peut être fier. Giscard, Pompidou, en Auvergne même. Donc, à partir de là, alors là, il y a eu un énorme changement. Donc, on ne s'est pas rendu compte tout de suite des conséquences, en fait. Les personnes ne l'ont su, ça s'est fait discrètement. À partir de là, et ça s'est un petit peu amélioré jusqu'au traité de Maastricht et de Lisbonne, c'est là que ça a mis les choses vraiment au point, les États n'ont plus pu fabriquer leur monnaie. Il a fallu, quand ils avaient besoin, qu'ils empruntent sur le marché. Qu'ils empruntent aux financiers, qu'ils empruntent aux banques, contre un intérêt, évidemment. Alors là, à partir de là, si vous regardez l'augmentation du taux de la dette des États, elle démarre là. Elle démarre là, évidemment, parce que cette dette n'est jamais remboursable. Les États ont toujours des besoins. Voilà. Donc, nous sommes surendettés, maintenant il faut faire des économies et il faut réduire les dépenses publiques. On en est là. Voilà. Donc, c'est la banque qui va... je reviens, oui. C'est les banques qui vont créer la monnaie, en fait. C'est les banques qui vont créer la monnaie. Vous avez besoin d'un crédit, vous allez chez votre banquier, le banquier vous accorde un prêt, il est bien content d'ailleurs, hein, il est prêt à tout pour vous prêter de l'argent, parce que c'est les bénéfices. Il ne l'a pas cet argent, mais il le crée sur son ordinateur. Et il dit, maintenant, je vous donne cet argent-là, je vous le mets sur votre compte, vous devrez me le rembourser plus tard avec un intérêt. Et cet argent que vous avez sur votre compte, évidemment, vous allez l'utiliser pour acheter votre maison, pour acheter votre voiture, etc. Donc ça devient du vrai argent. Voilà. Et tout le monde, tous ceux qui vont utiliser cet argent, ils vont d'une certaine façon devoir eux aussi rembourser l'intérêt à la banque. Et ça, c'est éternel, parce que on demande, c'est vrai, un petit ratio de fonds propres à la banque, 8%. Donc, et encore modulable depuis Val2, comme je vous l'ai dit, entre 8%. Mais ce vrai argent que vous donnez à votre entrepreneur de bâtiment, il va le mettre sur son compte. Donc, sa banque, supposons que ce soit la même, aura comme ça de l'argent frais. Donc, il aura son ratio de fonds propres qui va augmenter, donc il va pouvoir encore prêter, etc., etc. Donc ça va se multiplier comme des petits pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est les banques qui créent indéfiniment d'argent, et c'est le même système pour les États. L'État aussi, il doit payer des intérêts. Mais si vous calculez bien, ces intérêts, ils doivent rentrer à la banque, donc il faut que tout le monde se serre la ceinture pour payer ces intérêts. Et voilà, donc asphyxie de l'économie réelle, pas d'économie virtuelle et de la spéculation, mais l'économie réelle est asphyxiée petit à petit, et ça ne va pas s'arrêter si ça continue. C'est ça le problème. Ça ne va pas s'arrêter, on va aller toujours
Non, le pire, c'est en fait rien. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que cette mauvaise voie où nous sommes, elle a été créée par des décisions politiques. Donc il suffirait de reprendre des décisions inverses pour que ça s'arrête. Mais c'est pas ce qu'on enseigne dans les écoles d'économie. Enfin, il y a des économistes et non conformistes qui essaient de parler, mais ils n'ont pas voix à la parole dans les écoles d'économie, malheureusement. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. À la Doum, on a avec nous une jeune prof d'économie qui nous a dit sincèrement que pendant 2 ou 3 ans, quand elle a commencé à enseigner, elle enseignait les dictats néolibéraux. Et que c'est sa conscience personnelle, c'est pas l'enseignement qu'elle avait reçu, mais c'est sa conscience personnelle qui lui avait fait prendre conscience que c'était pas ça la vérité. Ouais. Donc, en résumé, les idées fausses à revoir. Parce qu'on a plein d'idées fausses, d'autant plus qu'on nous les répète tous les jours à la radio et à la télévision, donc c'est bien normal qu'on soit influencé, après tout. Alors, première idée fausse. L'argent est rare et cher, il n'y en a pas pour tout le monde, c'est comme un gâteau à se partager, il faut jouer des coudes, se battre pour en avoir. Faux. En réalité, l'argent est abondant et quasiment gratuit. Bien sûr, on peut le créer comme on veut. La monnaie est émise suivant le bon vouloir de ceux qui en ont le privilège. Donc le problème, c'est le pouvoir de créer l'argent. C'est ça. À qui on remet ce pouvoir? À qui? Deuxième idée fausse. L'argent est neutre et n'intervient pas sur l'économie. Non, bien sûr. En réalité, ceux qui ont le pouvoir d'émettre de la monnaie déterminent les orientations économiques qu'ils favorisent en les finançant. Troisième idée fausse, la dette publique vient d'un défaut de gestion des États. En réalité, la dette publique est une dette des intérêts de l'argent emprunté. Elle vient du fait que les banques se sont arrogées, avec la complicité des hommes politiques, le droit d'émettre la monnaie contre intérêt. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Autre idée fausse, la crise est arrivée parce qu'il n'y a plus de croissance et trop d'entraves au commerce. En réalité, la crise est arrivée parce qu'une classe dirigeante privée a confisqué à son profit les intérêts publics. Eh bien oui, c'est pas la crise pour tout le monde, vous l'avez remarqué. Hein. Il y a l'industrie des yachts, des bijoux, des œuvres d'art. Ah oui, les œuvres d'art, vous avez remarqué les chiffres astronomiques qu'atteint Picasso, par exemple. Je ne pense pas que le riche qui l'achète aime tant Picasso que ça. Il ne sait pas quoi faire de son argent, il faut bien le placer quelque part. Il est obligé d'acheter un Picasso. Enfin bon, passons. Autre idée fausse, la politique d'austérité associée à la croissance veut nous sortir de la crise. Alors là, c'est la catastrophe. Hein. Tous les économistes un peu conscients le disent. Plus il y a austérité, plus il y aura d'austérité, moins il y aura de croissance. Hein. Toute politique d'austérité profite à une minorité de privilégiés qu'elle enrichit encore plus et appauvrit la majorité subalterne déjà pauvre. De plus, il n'y aura plus de croissance dans les pays industrialisés. Enfin, dernière idée, la mondialisation est une promesse de prospérité pour les peuples. Le néolibéralisme salvateur, vive ALENA et TAFTA. ALENA, c'est le traité entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, hein, l'Amérique du Nord, qui favorise la libre circulation des marchandises et qui supprime non seulement les tarifs douaniers, mais aussi les contraintes sociétales
c'est-à-dire écologique, par exemple. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est très très bon pour les multinationales et une catastrophe pour les peuples. Les paysans mexicains, par exemple, ça y est, ils sont complètement ruinés. La grande industrie agroalimentaire américaine a pris le dessus. Il n'y a plus rien pour eux. TAFTA s'arrête pour nous bientôt. Hein, c'est le futur traité de la même nature que l'ELINA entre l'Europe et les États-Unis. Même principe. On supprime les barrières douanières non tarifaires, c'est-à-dire toutes les réglementations. Bon, il y a une grosse levée de bouclier contre le TAFTA. On peut espérer que ça ne se fera pas, hein, mais il ne faut pas lâcher, hein, parce qu'ils ont essayé de faire ça discrètement, ça s'est su. Bravo Wikileaks d'ailleurs, merci. Et bon, les négociations continuent, malheureusement. Hein, donc je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, ça sera vraiment une catastrophe. En réalité, la mondialisation est une mainmise des pays riches sur les pays pauvres. Elle profite à des firmes multinationales et des banques d'affaires. Et aucunement au peuple. Voilà. Voilà, conclusion. Oui, la monnaie, c'est utile. Ça sert au développement, au fonctionnement de l'économie, des sociétés, des communautés humaines. Ça sert. Ça sert à la satisfaction des besoins humains qui ne soient pas seulement même au-delà de simplement se vêtir et se nourrir. Ça sert à l'épanouissement personnel et collectif. Voilà pour les avantages, c'est beaucoup. Mais, vu la façon dont ça se passe, se pose de façon aiguë le problème du partage des richesses et un nouvel esclavage, parce qu'on doit considérer quand même que maintenant, les gens qui ne peuvent survivre qu'en enchaînant les CDD à temps partiel, c'est les nouveaux esclaves. Voilà, c'est tout pour ce petit chapitre sur la monnaie. Bravo.